Accrochez-vous, car ce dont nous allons parler aujourd'hui pourrait bien redessiner la carte du commerce mondial et secouer les relations internationales pour les mois, voire les années à venir. Imaginez-vous un instant, vous êtes un entrepreneur, un investisseur ou tout simplement un citoyen concerné par les prix au supermarché, et vous découvrez du jour au lendemain que les échanges commerciaux entre les États-Unis et certains de ses partenaires les plus proches, le Canada, le Mexique et la Chine, viennent de prendre un virage inattendu, et pas n'importe lequel, une hausse soudaine des tarifs douaniers qui atteint 25% sur plusieurs catégories de biens et un 10% supplémentaire sur certains produits stratégiques comme le pétrole. Vous vous dites peut-être « Encore des négociations politiques dont je suis trop éloigné ». Mais n'oublions pas que toute hausse tarifaire sur des marchandises essentielles finit toujours par avoir des répercussions sur votre pouvoir d'achat, vos perspectives d'emploi, les stratégies des entreprises de votre région et, plus globalement, sur la stabilité économique de la planète. Aujourd'hui, nous allons décrypter en profondeur la récente décision du président américain Donald Trump de signer de nouveaux tarifs douaniers visant le Canada, le Mexique et la Chine. Pourquoi ces pays? Quelles justifications sont avancées par la Maison-Blanche? Quels sont les enjeux historiques et les conséquences potentielles? Quelles réactions émanent de l'Ontario, de la présidente mexicaine et du ministère chinois du Commerce? Comment un ancien ambassadeur du Mexique aux États-Unis perçoit-il la situation? Et surtout, en quoi cela vous concerne-t-il, vous qui regardez cette vidéo chez vous ou depuis votre lieu de travail? Restez bien avec moi jusqu'à la fin, car nous allons explorer chaque facette de ce dossier, depuis les motivations politiques aux racines historiques, en passant par les données concrètes sur l'immigration, l'épidémie de fentanyl, le commerce d'hydrocarbures, et jusqu'à la reconfiguration potentielle de l'accord États-Unis-Mexique-Canada, l'AEUMC, communément appelé USMCA. Nous allons évoquer un passé pas si lointain, celui de l'accord de libre-échange nord-américain, ALENA, en anglais NAFTA, et comprendre pourquoi ces questions de droits de douane ne sont pas seulement techniques, mais intimement liées à la géopolitique et aux rapports de force internationaux. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Tout d'abord, les faits. Le président Trump vient de signer l'imposition de tarifs sur les importations provenant du Canada, du Mexique et de la Chine. Pour le Canada, on parle d'une taxe de 25% sur les biens, à laquelle s'ajoute un 10% de droit sur le pétrole exporté par le Canada vers les États-Unis. Pour le Mexique, un même taux de 25% sur la plupart des biens est en jeu, tandis que la Chine fait face à un 10% sur l'ensemble de ses exportations vers le marché américain. Dans la foulée, la Maison-Blanche déclare que l'objectif est de tenir la Chine, le Mexique et le Canada pour responsables de l'afflux d'immigrés clandestins et de fentanyl sur le sol américain. Vous vous interrogez peut-être, quel est le lien entre, d'une part, les marchandises importées et, d'autre part, l'immigration ou la crise des opioïdes? N'est-ce pas une stratégie quelque peu contradictoire? D'un point de vue diplomatique, lier des questions de sécurité et de flux migratoires à des mesures tarifaires n'est pas nouveau dans l'histoire des relations internationales. Les gouvernements utilisent souvent la pression économique pour obtenir des concessions ou des résultats concrets sur d'autres volets. L'exemple le plus marquant, pour beaucoup, remonte à l'entre-deux-guerres, quand les grandes puissances ont multiplié les barrières tarifaires. Pensons à la loi américaine Hawley-Smoot de 1930, dans l'espoir de protéger leur économie, avec pour résultat une aggravation de la Grande Dépression. Cette fois-ci, la posture américaine semble plus large et plus musclée. Elle vise simultanément trois partenaires clés, le Canada, le Mexique et la Chine. D'un point de vue purement commercial, c'est colossal. Maintenant, regardons plus en détail la situation du Canada. Selon la décision présidentielle, un tarif de 25% frappe désormais la plupart des biens en provenance du Canada et un tarif de 10% s'applique spécifiquement au pétrole canadien. Pourquoi le pétrole? Les exportations pétrolières du Canada vers les États-Unis sont essentielles pour les deux pays.
Le Canada est l'un des principaux fournisseurs d'énergie de son voisin, et cette énergie circule via un réseau d'oléoducs transfrontaliers. Historiquement, le commerce pétrolier nord-américain a été crucial, surtout depuis la mise en place de l'accord de libre-échange Canada-États-Unis en 1988, ensuite étendu au Mexique en 1994 sous le nom d'ALENA. Doug Ford, le premier ministre de l'Ontario, s'est exprimé énergiquement sur les réseaux sociaux en qualifiant la décision américaine de « geste qui va nuire à l'Amérique elle-même ». Il a ajouté que le Canada n'a désormais plus d'autre choix que de riposter, et de riposter durement. Dans le passé, le Canada a déjà pris des mesures de rétorsion, ciblant souvent des produits de régions américaines considérés comme politiquement stratégiques, comme le fromage du Wisconsin ou le sirop de maïs de l'Iowa, afin de faire pression sur le Congrès américain. Ces jeux de représailles peuvent parfois s'avérer efficaces, mais ils peuvent aussi envenimer les tensions et bloquer les négociations. Le Mexique, de son côté, se voit lui aussi infliger un tarif de 25%. C'est important de rappeler que le Mexique a peu à peu dépassé le Canada et la Chine en tant que principal partenaire commercial des États-Unis sur certaines catégories de biens, notamment dans le secteur automobile. En 2022 et 2023, il arrivait régulièrement en tête des flux commerciaux, importations et exportations confondues, avec les États-Unis. Au point que, comme le souligne l'ex-ambassadeur mexicain à Washington, Arturo Sarucán, qui a servi de 2007 à 2013, le Mexique est désormais le premier partenaire commercial des États-Unis depuis presque 2 ans d'affilée. Selon l'ambassadeur Sarucán, ce nouveau round de tarifs est comparable à un but contre son camp, ou, en termes américains, un self-inflicted wound. Pourquoi une telle image? Parce que les supply chains nord-américaines sont profondément intégrées. Prenons l'exemple du secteur automobile. Un véhicule assemblé au Mexique peut contenir des pièces fabriquées en Ontario et en Ohio avant d'être expédié vers un concessionnaire en Californie ou dans le Michigan. Les pièces traversent parfois la frontière nord-américaine plusieurs fois avant le produit final. Instaurer des barrières douanières revient donc à augmenter les coûts de production pour les entreprises américaines elles-mêmes, ce qui a un impact sur le prix final payé par les consommateurs américains. Des études avancent qu'une surtaxe de 25% prolongée pendant plus d'1 mois coûterait environ $830 par foyer américain. Cette estimation résulte notamment du renchérissement du coût des matériaux, de la perturbation des chaînes logistiques et de la répercussion de ces hausses sur les produits de consommation courante. Cela inclut non seulement les automobiles, mais aussi l'électroménager, les textiles, les aliments transformés et même les services liés à la maintenance de ces biens. Passons au troisième partenaire visé, la Chine. Contrairement au Canada et au Mexique, qui subissent 25%, la Chine est frappée par un 10% sur l'ensemble de ses biens exportés vers le marché américain. Pourquoi ce taux différent? La Maison-Blanche semble vouloir mettre en avant la dimension migratoire pour justifier les tarifs sur le Canada et le Mexique, alors qu'avec la Chine, elle pointe du doigt le trafic de fentanyl et le rôle de Pékin dans la crise des opioïdes aux États-Unis. Depuis plusieurs années, Washington reproche à la Chine de ne pas contrôler suffisamment l'exportation de précurseurs chimiques entrant dans la production de fentanyl, lequel est ensuite introduit sur le marché américain, parfois via la frontière avec le Mexique. Le ministère du Commerce chinois a réitéré sa mise en garde selon laquelle il n'y aura pas de gagnant dans une guerre commerciale. Cette rhétorique rappelle celle de 2018 et 2019 lors des passes d'armes commerciales entre Washington et Pékin, qui s'étaient soldées par des centaines de milliards de dollars de pertes potentielles et d'énormes perturbations pour les entreprises exportatrices. Au-delà de la crise du fentanyl, les griefs américains envers la Chine relèvent aussi de la concurrence technologique, des questions de propriété intellectuelle et des ambitions géopolitiques de Pékin. S'intéresser de plus près à la situation mexicaine nous permet d'entrer dans le détail des négociations diplomatiques. La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum aurait
jusqu'à présent indiqué qu'elle souhaitait garder la tête froide face à la provocation tarifaire. On peut penser que le gouvernement mexicain planche en coulisses sur une riposte ciblée ou sur une négociation stratégique qui permettrait d'éviter une escalade dommageable à tous. Un autre élément important souligné par Sarukhan, l'accord États-Unis-Mexique-Canada, USMCA, ratifié en 2018 et entré en vigueur en 2020 en remplacement de l'ALENA, doit faire l'objet d'un examen en 2026. Les trois gouvernements devront alors discuter des ajustements éventuels et, au besoin, renégocier certaines clauses. Y aurait-il, derrière ces annonces tarifaires, une stratégie de la part de Donald Trump pour forcer une renégociation anticipée? Certains observateurs partagent cette hypothèse. Pour le président américain, mettre la pression sur le Canada et le Mexique pourrait être un levier pour les contraindre à réviser des points de l'USMCA jugés insuffisamment avantageux pour les États-Unis. La dimension migratoire et la lutte contre le fentanyl restent les justifications officielles avancées par la Maison-Blanche pour imposer ces nouveaux tarifs. D'après les services américains, l'entrée de migrants clandestins et le trafic de drogue opioïde auraient atteint des niveaux critiques nécessitant une réaction forte. Cependant, l'ambassadeur Sarukhan insiste sur un point. Les flux migratoires à la frontière américano-mexicaine sont, selon plusieurs rapports, au plus bas depuis plusieurs années, notamment depuis la pandémie. Cependant, du point de vue purement économique, la décision de la Maison-Blanche risque d'avoir des conséquences sur la grande stratégie des États-Unis à l'égard de la Chine. L'administration américaine cherche depuis plusieurs années à découpler partiellement son économie de la Chine et à recentrer ses chaînes d'approvisionnement en Amérique du Nord via le reshoring ou le nearshoring. L'idée, limiter la dépendance envers Pékin, notamment pour les biens de haute technologie et les composants critiques, tout en s'appuyant davantage sur le Canada et le Mexique, considérés comme des alliés géopolitiques de plus longue date. Maintenant, explorons rapidement l'impact potentiel sur l'inflation. En 2022 et 2023, l'inflation américaine avait déjà connu une hausse notable, pour diverses raisons dont la reprise post-pandémie, les perturbations logistiques globales et la crise énergétique mondiale. Aujourd'hui, ajouter des droits de douane de 25% sur une grande part des importations canadiennes et mexicaines ne peut qu'accentuer cette pression inflationniste sur l'économie américaine. Il en va de même pour les travailleurs. De nombreux emplois aux États-Unis dépendent du commerce avec le Canada et le Mexique. Citons par exemple les usines automobiles à Détroit, qui reçoivent des composants de l'Ontario, ou encore les régions frontalières comme El Paso, au Texas, qui vivent en grande partie de l'échange commercial avec Ciudad Juárez, au Mexique. Du côté canadien, on peut s'attendre à une contre-attaque limitée mais ciblée. Historiquement, Ottawa a déjà répliqué à des tarifs sur l'acier et l'aluminium en imposant des surtaxes sur divers produits américains, du ketchup aux produits de beauté, afin de faire pression sur des législateurs américains influents. Le Premier ministre Doug Ford, selon ses déclarations, ne semble pas prêt à laisser passer cela sans riposte. En ce qui concerne la Chine, Pékin rappelle que toute guerre commerciale est nuisible pour les deux parties. On se souvient des années 2018 à 2019 quand les droits de douane américains sur les produits chinois avaient entraîné des représailles immédiates. Les agriculteurs américains avaient alors payé le prix fort car la Chine avait suspendu ou réduit ses achats de soja et d'autres biens agricoles. Regardons de plus près la dimension politique intérieure américaine. Donald Trump table sur le soutien d'une partie de son électorat qui perçoit la mondialisation comme un facteur de délocalisation et de chômage. Les messages du type « ramener les emplois aux États-Unis » ont toujours trouvé un écho lors de sa première élection en 2016, puis dans la période suivante. Quelle perspective d'avenir peut-on envisager? Plusieurs scénarios sont sur la table. Dans le meilleur des cas, la Maison-Blanche et les gouvernements canadiens et mexicains entament discrètement des pourparlers. Trump pourrait, à un moment jugé opportun,
annoncé qu'il a obtenu des concessions de la part de ses partenaires, par exemple des contrôles renforcés sur le fentanyl ou des quotas migratoires plus stricts et lever les tarifs avant qu'ils ne causent des dommages trop importants. Il ne faut pas négliger non plus l'impact sur la bourse et sur la confiance des investisseurs internationaux. À chaque annonce de tarifs, les marchés réagissent généralement en se retirant des secteurs exposés et en faisant chuter les cours d'action d'entreprises dépendantes des exportations ou des importations transfrontalières. Les banques centrales, dont la Réserve fédérale américaine, doivent alors surveiller de près l'inflation et la croissance. Avec l'ALENA, signée en 1992 et entrée en vigueur en 1994, la logique s'est étendue au Mexique, permettant à de nombreux fabricants automobiles de répartir la production en 3 étapes: conception et assemblage final aux États-Unis, pièces détachées et sous-ensembles au Mexique, certains composants et recherches spécialisés au Canada. Les avantages de la main-d'œuvre moins chère au Mexique, de la proximité géographique et des compétences techniques au Canada ont nourri un essor du commerce nord-américain sans précédent. En contrepartie, certaines régions américaines ont souffert de délocalisation. On peut se demander, comment tout cela va-t-il influencer l'opinion publique américaine? Les partisans de Donald Trump pourraient applaudir l'idée de brandir le bâton tarifaire pour punir les pays perçus comme facilitant l'immigration illégale ou le trafic de drogue. Mais beaucoup d'électeurs, en particulier dans les régions industrielles, pourraient rapidement se rendre compte que ces mesures ont un coût direct sur leur portefeuille, que ce soit par la hausse des prix ou par une éventuelle réduction d'emplois en raison de la perte de compétitivité. L'équation politique est donc loin d'être simple. Par ailleurs, le Canada et le Mexique ont des soutiens au sein même du Congrès américain. Des élus, démocrates et républicains issus d'États commerçant massivement avec les deux voisins feront sans doute pression sur la Maison-Blanche pour alléger ou lever les tarifs. Maintenant que nous avons passé en revue les tenants et les aboutissants, revenons à la question initiale. Quelles sont les motivations réelles et comment cette histoire pourrait se terminer? Il y a fort à parier que Donald Trump cherche un effet médiatique immédiat. Chaque annonce choc sur les tarifs douaniers attire l'attention, mobilise la presse et, aux yeux de certains, démontre un leadership musclé. Mais s'agit-il vraiment d'une tactique de négociation ou d'une décision ancrée dans une vision protectionniste à long terme? Partagez cette vidéo et laissez des commentaires, car c'est en échangeant nos points de vue et nos analyses qu'on peut mieux cerner la réalité complexe du commerce mondial. Les relations internationales ne sont pas qu'une affaire de diplomates ou de chefs d'État. Nous sommes tous concernés, que nous le voulions ou non, parce que chaque hausse de 1% ou 2% des droits de douane finit tôt ou tard par se répercuter sur le prix du panier de courses et sur la santé de l'économie. Alors, que va-t-il se passer d'ici à mardi? Le compte à rebours est lancé. Les diplomates américains, canadiens, mexicains et chinois seront probablement sur le pont pour tenter de négocier un accord de dernière minute ou, à défaut, pour préparer les représailles. Les marchés financiers seront en ébullition, prêts à réagir à la moindre rumeur d'avancée ou de recul. Les chefs d'entreprise, eux, se demanderont s'il vaut mieux suspendre leurs commandes et investissements en attendant d'y voir plus clair. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Soyez attentifs à l'évolution de ces négociations, prenez soin de vous et de votre pouvoir d'achat et n'oubliez pas de commenter pour faire valoir votre opinion. Merci à toutes et à tous.